Bienvenue à Ça brasse, le nouveau balado propulsé par le phare. On est au quartier Belle-Gueule en ce moment. Le son est capté par nos amis de CISM pour parler de culture. Alors, aujourd'hui, on est avec deux invités très impliqués en culture dans des domaines différents. On a David Lavoie et David Bussière. Alors, les deux David impliqués ce matin, merci d'être avec nous. J'ai dit ce matin, les gens savent qu'on est le matin maintenant et on a pris une gorgée de bière. On a triché. On a triché. On a le droit. Mais merci d'avoir accepté. Je pense que vous avez des choses à dire. Je vais vous présenter un peu. Donc, David Lavoie, en premier, tu es directeur général. Tu as été directeur général du FTA pendant 12 ans. Tu es président du CA de Éco-Céno depuis 2 ans. Membre du CA de la Caisse de la Culture depuis 12 ans. Anciennement membre du CA du partenariat du quartier des spectacles. En avril dernier, oui. Tout juste sortant. Anciennement membre du CA de Rubber Band Dance. Tu es aussi directeur général fondateur du Théâtre aux Écuries. Tu n'es plus directeur général là-bas. Non. C'était au moment de la fondation. Cofondateur du Festival Jamais lu aussi. Ancien coprésident du Conseil québécois du théâtre. Et tu participes régulièrement à des actions de mobilisation. Par exemple, pendant le FTA, tu as organisé des rencontres intersectorielles sur le financement des arts au Québec. Absolument. Alors maintenant à toi, David Bussière, qui a aussi un CV, ma foi, très engagé. Auteur, compositeur, interprète au sein d'Alpha Rococo. Depuis combien d'années? En fait, ça fait 20 ans qu'on est formé officiellement, mais ça fait... En 2007, on a sorti notre premier album. Quand même, fait que ça fait plusieurs années. Ouais. Cofondateur du regroupement des artisans de la musique. Oui. Trésorier du CA de la Société professionnelle des auteurs-compositeurs du Québec et des artistes entrepreneurs. Ça, c'est quoi l'acronyme? SPAC AE. C'était la SPAC, mais c'est devenu la SPAC AE parce que, justement, les artistes entrepreneurs prennent de plus en plus de place en musique, puis il n'y avait aucune association qui les représentait, donc on a greffé le AE, les artistes entrepreneurs, à la SPAC. OK. On pourra avoir l'occasion de parler à quel point, au Québec, les artistes doivent être entrepreneurs. Je pense que c'est important. un nœud aussi dans ce qui se passe. T'es membre du CA de la SOCAN aussi. Membre du CA d'Artistie, qui a été créé par l'Union des artistes. Tu es aussi membre du CA de l'Union des artistes. Oui. Wow! Alors, salut, moi je suis clown et on va parler de choses sérieuses. Comment ça va la culture, de façon générale? Qu'est-ce que vous constatez en 2024? Moi, je constate que, comme à l'image, dans le fond, du monde, je pense qu'il y a de plus en plus un écart entre les riches et les pauvres, en fait. T'sais, ceux qui ont du succès, ceux pour qui ça marche. T'sais, ils ont vraiment plus de succès, plus de moyens, plus de financement, plus d'écoute peut-être des gouvernements. Puis ceux qui sont soit dans la classe moyenne ou l'émergence a tendance, je trouve, en tout cas en musique, à s'appauvrir. Fait que c'est un peu la disparition de la classe moyenne qui coïncide aussi avec une espèce de disparition de la diversité puis de la multiplicité des genres et des styles musicaux. C'est intéressant. Je suis d'accord avec toi sur la disparité économique croissante. Mais en même temps, ta question étant comment se porte la culture, j'ai réfléchi ça en m'en tenant, puis je me disais, je suis ambivalent sur la question parce que il y a un changement générationnel majeur qui est en train d'opérer dans les milieux de la danse et du théâtre où moi j'ai particulièrement beaucoup travaillé. Il y a eu des transformations fondamentales sur les dernières années qui pour moi étaient on s'en allait dans un mur, il fallait que ça se passe, c'est-à-dire l'inclusion d'une diversité ethnoculturelle dans les arts professionnels, donner une place aux Premières Nations, prendre en main aussi l'éco-responsabilité. Il y a des changements qui s'opèrent et qui pour moi, s'opère bien et rapidement. Mais on est au lendemain d'une pandémie et je reviens sur un changement générationnel où les structures majeures qui sont autour de nous ont été fondées par nos parents, parfois par nos grands-parents, mais généralement par la génération de nos parents, et il faut se les approprier. Et en ce sens-là, je trouve qu'il y a un grand défi entrepreneurial, en fait, de s'approprier ces structures-là qu'on a mis en place pour développer nos arts, développer la culture à l'échelle nationale,
son déploiement international aussi, qui est un grand défi au lendemain de la pandémie aussi. Fait que je me situe un peu entre les deux en me disant il y a des défis économiques majeurs et je sais pas comment on va les résoudre. Puis de l'autre côté, je trouve qu'il y a une bonne volonté, une qualité d'engagement qui mérite aussi d'être soulignée. Mm-hmm. Je suis vraiment contente parce que je pense que le sujet, ça brasse, ça va y aller. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être un peu parler du statut d'entrepreneur, effectivement, de ce qu'on demande aux artistes. Ça fait pas partie de la liste de questions que je vous ai envoyées, mais déjà, on est là. En musique, les artistes doivent être entrepreneurs, mais dans toutes les disciplines aussi, tu sais, faut créer, évidemment, c'est ça le travail de l'artiste, mais préparer l'administration, le financement, le marketing, il faut se propulser, il faut se mettre en valeur. Ouais. Est-ce que vous voyez que c'est une problématique dans les arts, en fait? Ben, en fait, en musique, la problématique est la suivante, je pense. Ben, il y a de plus en plus d'artistes qui décident par choix ou pas par choix de devenir artistes entrepreneurs, c'est-à-dire de produire soit leur album, soit leur spectacle ou les deux. Et puis, ça implique évidemment un risque financier, tout ça, mais bon, en même temps, on garde l'entièreté de nos droits pendant toute notre vie, en fait. Donc, on est propriétaire de nos bandes maîtresses, de nos éditions, tout ça. Donc, à moyen terme, long terme, ça fait en sorte qu'on est non seulement philosophiquement propriétaire des choses que l'on crée, mais que c'est aussi souvent des sources de revenus. Fait qu'on a... T'sais, en musique, il y a eu tellement de sources de revenus qui ont disparu dans le disque, le streaming, ça rapporte des peanuts. Fait qu'on est obligé de se diversifier, de porter plusieurs chapeaux pour réussir à survivre, en tout cas, à ça. Sauf qu'on vit, puis ça rejoint un peu ce que tu disais, on vit encore dans une époque où est-ce que le financement va principalement aux producteurs et non aux artistes qui décident de s'autoproduire parce que les structures sont faites comme ça, parce que la Sodex est faite comme ça, parce que Musique Action c'est faite comme ça, parce que c'est ça qui est ça, puis c'est comme le statu quo qui est comme ça, qui est un statu quo qui correspond à une autre époque, à une autre façon de faire, puis qui n'a pas été adapté à la façon de faire d'aujourd'hui. Donc, ce qui revient à dire que les artistes entrepreneurs font tout le travail que les producteurs font ou faisaient, mais avec beaucoup moins de moyens. Puis je rajoute à ça le côté de la promotion qui a complètement changé. C'est-à-dire que la promotion était faite par une maison de disques avant, puis qui avait les moyens de le faire parce que c'était imprimer des affiches, imprimer des pancartes dans des magasins de disques, faire des pubs à la télé ou à la radio. Puis là, tout ça a migré vers les réseaux sociaux. Puis qui fait la gestion des réseaux sociaux? Ce sont les artistes parce que ça peut pas être géré par quelqu'un d'autre. Fait que peu à peu, c'est toutes des petites choses qui se rajoutent à nos tâches puis que ça devient, là, c'est non-stop. Nous, c'est comme 24 heures sur 24, on est en train de penser à notre affaire. Puis moi, ça me dérange pas parce qu'on aime ça, c'est notre passion, on vit de ça, on mange. La seule chose que je déplore, c'est qu'on n'a pas les sources de financement adéquates qui nous permettent d'absorber toute cette charge de travail-là. Mais j'aime beaucoup ton parti pris pour l'artiste entrepreneur. Je sens que tu assumes bien ce rôle-là. Après ça, je te rejoins quand tu dis il y a un risque financier qui vient avec la prise en charge de l'ensemble de ton métier, de ta pratique, et qu'à un moment donné, c'est déraisonnable d'être aussi engagé et d'être aussi celui qui assume le risque financier avec très peu de chances, finalement, de t'enrichir significativement au travers de ça. Fait que ça finit par être une équation qui n'a pas de bon sens. Mais je trouve qu'il y a une valorisation de ce rôle-là qui doit se faire et qu'on a mal fait sur les dernières années. Oui. On a mis en place des structures, puis c'est comme si on s'était attendu à ce que les structures aient leur autonomie et soient les moteurs d'une écologie artistique. Mais dans les faits, la culture, c'est toujours quand même le reflet d'une société qui est en constante évolution, alors que l'artiste se départisse de ses responsabilités-là. Tu dis ton industrie particulièrement davantage que la mienne, c'est dématérialisé. Les modes de travail ont beaucoup changé. Que tu le ramènes vers toi en se disant comment j'articule mon travail artistique au travers d'une société en évolution, pour moi, fait partie quand même de la clé d'une culture qui est en phase avec sa société. Mm-hmm.
Mais il y a quelque chose à retravailler sur la capacité à tenir ce rôle-là et à gagner sa vie en étant entrepreneur. Est-ce que c'est là que les organisations pour lesquelles vous impliquez sur les conseils d'administration agissent un peu à reprendre? Moi, je le partirais d'un autre endroit qui est en disant, pour moi, l'implication associative, puis je suis curieux de voir comment tu le perçois, mais pour moi, c'est une manière d'essayer de retrouver une intégrité dans mon travail, de me dire, je peux pas juste être au Festival du Gemelu ou aux Écuries à l'époque, ou maintenant, jusqu'à tout récemment, au Festival Transamérique, en me disant, mon travail, il s'arrête là. Mon travail, il ne s'arrête pas là. Je suis en lien avec des compagnies de danse, de théâtre qui ont des défis de développement, où je vois des chorégraphes, des metteurs en scène qui sont toujours sur le bord de l'épuisement. Je ne peux pas m'arrêter à me dire ma responsabilité, c'est le festival. C'est pas vrai. Il faut que je sois capable d'embrasser plus large, d'autant plus quand tu et dans une structure qui a des moyens, le Festival Transamérique, c'est un budget de 5 millions, tu peux pas t'encarcaner là-dedans. Et pour moi, tout le tissu associatif qui est très complexe, tu as juste nommé nos CV. Ouais. Et on a fait le tour de peut-être 5% des associations qui existent dans le milieu. Là. Il y en a dans toutes les disciplines. Il faut qu'on soit capable d'embrasser tout ça au travers des organisations qu'on développe pour rester cohérent avec le milieu dans lequel on vit. Tu as mentionné l'épuisement, c'est quand même très d'actualité dans toutes les sphères, pas juste dans les arts, mais moi, je suis sur 3CA aussi. Là, fait on s'implique, on donne pour sauver un peu ce milieu-là, mais comment on fait pour trouver un équilibre? Moi, je l'ai fait mon burn-out là, quand j'ai fondé les écuries. C'est-à-dire, à un moment donné, on les apprend nos limites humaines aussi au travers de ça. C'est quoi la réponse à ta question? Je ne sais pas, arriverais-tu? Il n'y en a pas de limite. Je veux dire... l'équilibre, il est où? L'équilibre, il n'y a pas d'équilibre. Je veux dire... moi, je sais même plus quel jour de la semaine on est. Là. Je veux dire, tu sais, c'est comme... Il y a la semaine puis la fin de semaine. Si j'avais pas dans... Lundi matin! C'est ça. Mais, tu sais, bon, heureusement, j'ai des enfants qui me rappellent que c'est la fin de semaine puis qu'il n'y a pas de camp de jour. Mais sinon, c'est non-stop, tout ça. Puis je reviens sur, tu sais, le nombre de CA qu'on accumule. Moi, quand j'ai commencé à m'impliquer, j'ai réalisé que c'est très simple, mais ça peut être très complexe aussi. Tout est dans tout. Puis moi, j'ai commencé à m'impliquer. Je me suis dit, ben, je peux pas être sur ce CA-là si je suis pas sur ce CA-là parce que tout est lié. Un impact, puis ça me prend une compréhension des mécanismes de cette association-là pour comprendre les impacts que ça a sur cette association-là. Donc, moi, j'ai décidé d'être un peu tentaculaire, d'être un peu partout pour l'instant, pour bien comprendre tout ça, puis pour faire en sorte que ça se parle un petit peu plus aussi, pour savoir que quand on avance ou on recule avec telle association, bien, ça a un impact là, puis que quand on a des revendications à faire, bien, on peut se mettre ensemble pour que notre voix apporte plus, tu sais. Mais je reviens sur ta question d'équilibre un instant. Je dirais peut-être que l'expérience finit par être un garant d'équilibre. Cela dit, je suis rendu à 48 ans, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu artistique professionnel et j'aurais envie de dire, je ne cherche pas l'équilibre. Personnellement. Je trouve qu'il y a quelque chose dans le milieu des arts qui est aussi dans un développement effréné et qui ne vit pas avec l'équilibre, qui vit dans un dépassement de soi. Et j'ai fait 12 années au FTA, puis je me disais, je ne sors jamais indemne d'une édition du Festival Transamérique. Ça me transperce, ça me transforme, et c'est ce que je cherche aussi. C'est stimulant aussi, oui. C'est partie de ta quête un peu, j'imagine. Et, en tout cas, ça prend des personnes investies. T'sais, on se lève pas le matin en se disant tiens, je vais changer le monde. C'est juste ça. Mais le milieu artistique n'est-il pas intrinsèquement un milieu qui cherche le dépassement? Oui, c'est sûr. Tout à fait. Puis, c'est quoi les actions qui sont entreprises par les regroupements ou les associations ou les conseils d'administration dont vous faites partie? C'est une grande question vaste à plusieurs points. Là. Moi, ça dépend desquels. Je vais commencer par l'Union des artistes. L'Union des artistes, c'est beaucoup... disons que les voix les plus fortes au sein de l'Union, au sein du CA et au sein du membre ARIA, c'est vraiment les acteurs-actrices. Pourtant, la musique, c'est les chanteurs-chanteuses qui sont représentés par l'UDA, représentent quand même 15% du membre ARIA. Mais
depuis le temps que je connais l'UDA, puis j'ai commencé à m'impliquer, il n'y a jamais... C'était un milieu qui était comme un peu enterré, la voix des... Je sais pas pourquoi. Je pense que les gens qui étaient sur le CA avant, en tout respect, peut-être parlaient pas assez ou expliquaient pas assez ce qu'on vivait, tout ça. Fait qu'il y a eu comme une incompréhension au sein de l'UDA du milieu de la musique. Puis ça, c'était un petit peu le mandat que je me suis donné quand j'ai été élu. Là. J'ai été réélu il y a pas longtemps. Puis je pense que c'est en train de changer, ça, parce que le directeur général, il est batteur à Alexandre Curzi, il était drummer, puis il le fait encore en passant. Puis le vice-président, Pierre-Luc Briand, fait aussi de la musique. Fait qu'il commence à avoir une compréhension de comment ça marche, ce qui fait en sorte que il y a un petit peu un focus qui est mis sur la musique en ce moment à l'intérieur de l'UDA, puis dans les revendications qu'elles font. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis il y a aussi, au niveau de la SPAC, le côté des artistes entrepreneurs, représenter les artistes entrepreneurs qui sont... C'est 80% des gens qui font de la musique actuellement au Québec qui sont artistes entrepreneurs, puis il n'y avait aucune association qui représentait leurs intérêts. Donc, dorénavant, il y a une association qui représente les intérêts auprès des organismes subventionnaires, auprès des gouvernements. Fait que ça, c'est quand même majeur comme changement, puis ça vient juste d'arriver. Donc, c'est vraiment le milieu de la musique, ça a été c'est encore chaotique, désorganisé, démobilisé surtout. Puis c'est en train un petit peu, les pièces du puzzle sont en train de se remettre ensemble un petit peu. Fait que c'est un bon début. Mais dans les SPAC, est-ce qu'il y a d'autres disciplines que la musique? Non, la SPAC, c'est vraiment auteur-compositeur. Donc, c'est les auteurs-compositeurs de chansons et la musique à l'image. Artistes, entrepreneurs de musique, oui. Pas comme deux associations non. de morceaux, là. Non. Okay. Ouais. Et si je résume un peu ce que j'entends, parce que je connais pas tant ton milieu, mais tu es parti de constats personnels, de préoccupations qui t'habitaient. Ouais. Tu as observé autour de toi que c'était une réalité qui n'était pas que la tienne. Exactement. Et après ça, tu as avancé dans une association pour faire entendre cette voix-là. Ça. Et là, tu te retrouves dans une association où il y a comme ça arrive périodiquement, un décalage entre leur compréhension d'un milieu qui a beaucoup évolué et d'une réalité émergente qui appelle à prendre sa place. Les associations sont des instances de médiation politique. Ça, c'était le monde d'avant, ça, c'est le monde nouveau. OK, vous avez établi certains systèmes, certaines législations ou des ententes collectives qui sont caduques parce que ça ne marche plus comme ça marchait. Et là, il faut arriver à faire évoluer ça. Et là, on tombe dans la lourdeur de la machine qui est très lente. Oui. Et là, on se bute à ça aussi. Et c'est frustrant. Oui. Puis moi, je fais des arts martiaux depuis que j'ai 8 ans. Fait que j'ai l'impression que c'est un outil que j'ai dans mon sac à dos pour arriver à arrêter de trépigner parce que c'est long. C'est vraiment long. Il faut accepter le moment présent puis attendre que les choses puissent pas aller plus vite. Moi, de mon côté, puis tu sais, je faisais un peu ce résumé-là pour le déplacer vers moi. Moi, ce qui m'a occupé, disons, un des combats que j'ai livrés sur la dernière année et demie, ça a été pour le milieu des festivals où, après la pandémie, on était tous un peu sous le choc de publics qui ont perdu l'habitude de fréquentation, de compagnies, dans mon cas, au Festival Transamérique de danse et de théâtre, qui essaie de se développer à l'international, mais qui doivent remonter une courbe qui est vraiment abrupte. Et donc, on a fait une lettre ouverte en février 2023 où on a appeler l'attention de la population sur la fragilité des festivals. Et la lettre ouverte, juste pour clarifier, ça, c'est le groupe des festivals montréalais qui s'est mis ensemble. Exact. Puis donc, on s'est réunis, on était 16 à l'origine, puis l'idée n'était pas d'être hermétique puis refermé sur nous, mais juste de se dire, faut développer un discours ensemble, donc il faut qu'on ait un groupe stable pour arriver à pousser une réflexion. Et ça nous a pris à peu près 1 an à produire un rapport qu'on a publié il y a 1 an et demi, il y a une semaine et demie, qu'on a envoyé à l'ensemble de nos partenaires publics pour émettre des recommandations sur comment résoudre cette situation-là. Mais ça fait 1 an et demi. Bon, là, je suis juste sur un dossier très précis et j'ai encore l'impression qu'on est à la case départ. On est juste capable de dire à nos partenaires comment on voudrait que les choses soient. Ils sont pas encore en train de l'intégrer, là. Ouais. C'est extrêmement long, là. Juste pour clarifier un peu, parce que tu es aussi membre du Refrain avec le FTA, en fait. Oui. Que tu viens de quitter le FTA. Donc, oui. Pas personnellement. Moi, je suis sur le CA du Refrain depuis 3 ans, si je me trompe pas. Il y a une collaboration à ce niveau-là, mais le Refrain représente à peu près 120 membres festival, dont 25% à Montréal. Oui.
Fait que, juste pour clarifier, pour les gens qui ne connaissent pas le milieu des festivals. Oui, parce que dans le milieu des festivals, il y aurait événements et attractions Québec, le Rémi, le Refrain. Oui, puis le Refrain, c'est le regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants. Dans événements attractions Québec, il y a aussi des festivals plus agroalimentaires, des événements, des attraits touristiques qui sont pas nécessairement artistiques aussi. Puis là, vous, c'est encore plus ciblé, dans le fond, ce que vous avez fait. C'est une réalité montréalaise qu'on faisait valoir, mais j'ai envie de dire que quand tu parles du Refrain, c'est une organisation qui est très jeune, qui est relativement récente. Puis pour moi, il y a quelque chose de profondément réjouissant de se dire, il y a une multitude de festivals qui sont en train de se développer sur l'ensemble du territoire québécois et la culture ne peut pas être que métropolitaine ou que dans les grands centres urbains. Il faut qu'elle se rapproche des gens. Et tu diriges toi-même un festival. Tu vois aussi tous les défis d'arriver à devenir périn, à t'assurer une viabilité dans le temps. Mais le Refrain, pour moi, est une organisation qui représente très bien cette réalité-là, qui est vécue par un grand nombre de petites organisations qui, s'ils ne sont pas ensemble, deviennent invisibles. Non, c'est la force d'être ensemble. Pour l'anecdote, je suis aussi présidente du regroupement des arts de rue du Québec. Donc, c'est un autre petit noyau artistique d'artistes très entrepreneurs. Là. Les arts de rue, au niveau de la structure, tu fais tout toi-même. En ce moment, les conditions culturelles, donc, on sent que c'est difficile en musique d'être vraiment de porter tout ça. Puis, là, tu parlais des festivals, mais en danse, en théâtre, il y a eu aussi des sorties qui ont été faites là, par rapport, entre autres, qu'est-ce qui s'est passé avec les productions qui n'avaient pas reçu de subvention, donc qui ont annulé leur diffusion en théâtre, mais il y a la danse aussi qui a fait une sortie publique. Est-ce que tu peux peut-être nous parler si je dessinais un petit peu un portrait très général là-dessus, je dirais... On s'est retrouvé à un moment donné dans une époque, puis là, je parle des années 80, 90, 2000, où j'oserais dire, on était en train de développer un art relativement élitiste, où on avait... le Conseil des arts et lettres du Québec est fondé en 1994. C'est hier, là. Ah oui. Et donc, une génération artistique, les Robert Lepage, les Denis Marleau, etc., sont entrés, les Édouard Locke, sont entrés dans ces structures-là qui étaient toutes fraîches et ont réussi à obtenir des moyens significatifs et à connaître un développement exceptionnel. Et ensuite, on a un peu pris pour acquis que, tiens, cette formule-là est gagnante, mais ensuite, on n'a jamais donné les moyens aux générations suivantes de se développer de la même manière. Et on a développé finalement une classe moyenne qui s'appauvrit. Et là, on s'en allait dans ce que j'appelais tout à l'heure, dans un mur. Ensuite, au tournant des années 2000, 2010, puis je dirais plutôt autour des années 2000, on s'est mis à élargir le nombre de le bassin d'artistes qu'on soutient, autant au Conseil des arts du Canada de Montréal que du Québec. Et là, on a fait comme une vertu d'augmenter le nombre d'artistes qui seront soutenus pour une première fois, notamment au Conseil des arts du Canada. Et à partir de là, on a inclus une diversité culturelle qui était malheureusement très, très, très absente. Et on a créé aussi des filières autochtones à chacun des conseils des arts qui a permis un développement de ces secteurs-là, mais toujours quand même en aplatissant les moyens. Fait que là, pour moi, on est rendu à l'extrême de ce balancier-là. Ouais. C'est super, la diversité maintenant, elle est présente, mais il n'y a pas de perspective d'avenir pour personne. Non, c'est ça. C'est pour revenir à ce que tu nous disais quand tu m'appelais au taux de succès famélique du Conseil des arts du Canada sur les demandes de bourse en mars dernier, où il y a eu 16 % des demandeurs qui ont été soutenus, ce qui est un creux historique. Mais à quelque part, j'ai envie de dire, ce n'est malheureusement que le début. Si on ne trouve pas une nouvelle vision d'avenir du développement, la suite des choses, c'est probablement l'élection d'un gouvernement conservateur ou sinon une récession économique ou une compression quand même économique. Les investissements dans les arts vont pas aller en croissant. Va falloir faire des choix. Soutenir moins, mais mieux, peut-être. C'est peut-être une partie de l'équation. Oui. Ouais. Après ça, la relève, comment on fait pour trouver sa place? Et il faut avoir une vue d'ensemble, il faut avoir une vue systémique. Ça prend une place pour la relève. On peut pas se dire, il y a une génération qu'on va négliger. On l'a déjà fait ça. Moi, quand je suis rentré dans les années 2000, c'était un discours d'une relève militante qui disait « il n'y a pas de place pour nous. Il y a une place pour les générations. Vous avez mis en place des systèmes, mais nous, il n'y a pas de place pour nous par la suite. » C'est un équilibre qui est très dur à trouver parce qu'évidemment, il faut soutenir la relève le plus possible.
Mais il faut pas oublier non plus la pérennité. Parce que souvent, c'est ça, tu sais, on soutient beaucoup au début, on encourage beaucoup. Puis là, après 5 ans, tu es supposé voler de tes propres ailes, mais ça n'existe plus. En tout cas, en musique, ça n'existe plus, ça. Je te confirme que dans toutes les disciplines. Là, c'est ça. Donc, puis, mais les je te systèmes... confirme, comme si j'avais des statistiques. J'ai pas de statistiques. Ben, les systèmes sont encore basés sur cette croyance-là, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile d'être périn puis d'avoir une vision, une carrière à long terme pour un artiste. Puis, tu sais, je veux dire, là, on célèbre les carrières de Jean-Pierre Ferland qui est décédé, tout ça, mais je veux dire, les Jean-Pierre Ferland de demain, là, qui prennent naissance aujourd'hui, ben malheureusement, et ça va être difficile d'avoir des légendes comme ça, parce que après, tu sais, moi, je compare souvent ça à un bulldozer, dans le fond, qui veut monter en haut d'une montagne. Puis, tu sais, les roues, c'est comme des chenilles, des pales de chenilles. Ouais. Fait que le bulldozer va y aller en haut de la montagne, mais les artistes, c'est comme les pales de chenilles. Puis quand ta pale de chenille est brisée, est plus bonne, on la remplace puis on en met une nouvelle, tu sais. Fait que malheureusement, les artistes, c'est un peu ça aujourd'hui. Fait que l'industrie, en tout cas de la musique, continue à monter, à s'enrichir, tout ça, mais les artistes, eux autres, c'est très éphémère, souvent, tu sais. Mais après ça, tu sais, on a grandi dans une époque où on avait des cours d'écologie en secondaire 1. J'ai envie de ramener quand même une vision structurante autour d'une notion d'écologie. C'est-à-dire, dans les milieux que je connais le mieux, la danse et le théâtre, les lieux de diffusion sont des structures, sont des infrastructures et ont besoin de pérennité. Les compagnies de création, pour moi, peuvent avoir une durée de vie limitée. Pour moi, il y a une chose qu'on a manqué il y a une quinzaine d'années, quand cette génération-là qui a pris place dans les années, au tournant des années 90-2000, est arrivée au bout d'un développement et sur le bord de sa retraite. On a accepté dans le milieu de la danse et du théâtre qu'il y aurait des successions dans les compagnies de création. Pour moi, les lieux doivent avoir une pérennité. Les compagnies de création, pas sûr. Est-ce qu'on voit ça dans le milieu de la musique, tout à coup, une compagnie qui se développe et on change les artistes puis on maintient leurs subventions? Ça n'a pas de sens. On soutient des artistes. On ne soutient pas une structure quand on soutient une compagnie de création. Fait que pour moi, faut arriver à développer une compréhension commune il y a des structures comme les associations qui doivent avoir une vie dans le temps, comme les lieux de diffusion qui doivent avoir une vie dans le temps, comme des festivals. Mais même les festivals peuvent aussi avoir à un moment donné un terme. Mais les compagnies de création, pour moi, sont l'outil d'un artiste, d'un individu ou d'un collectif. Et une fois qu'on est arrivé au terme de la carrière de ces artistes-là, il faut qu'on accepte que cette compagnie-là va fermer pour être capable de soutenir une nouvelle génération d'artistes qui veut prendre sa place. Si on fait pas ça, on se heurte aux limites d'un développement. Là. Le Calque a quand même beaucoup dans son discours l'importance du rayonnement des arts. Puis, en faisant une rotation de soutien auprès des diffuseurs, qu'ils soient des salles ou des festivals, ce qui arrive, c'est que ce rayonnement-là, qui prend des années à bâtir, est toujours à refaire. Puis, c'est qui se ramasse avec le poids de porter la job du rayonnement? C'est les artistes. Parce que là, on leur demande, OK, on va vous soutenir. C'est quoi votre plan de visibilité, de stratégie, marketing? T'sais, mais ça, pour moi, ça devrait plus être le rôle des diffuseurs. Sauf que les diffuseurs ne sont pas soutenus de manière pérenne. Fait que... Bien, en musique, je saute sur ce que tu disais. Il y a les maisons de disques. Tantôt, je disais que, eux, ils ont beaucoup de financement, ils ont des enveloppes globales, puis tout ça. Puis, nous, en musique, c'est cyclique. Dans le sens que on sort un album ou des extraits, tout ça. Là, on part en tournée, on fait des spectacles. Là, après ça, on finit notre tournée. Puis là, on rentre dans la période de création. Puis là, il se passe plus rien pendant un petit bout de temps. Puis là, on recommence, la machine repart. Donc, c'est vraiment comme une vague comme ça. Puis, je peux vous dire, ça fait 20 ans que je fais ça, je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, le creux de la vague, là, il est très, très souffrant. Là. Très souffrant. Il faut quand même que tu payes ton loyer. Oui, mais tu sais, c'est parce que là, il n'y a plus de revenus qui rentrent. Là. Puis là, tu es comme, OK. Puis là, tu sais, il fut un temps où, quand tu étais en haut, je pense qu'il y avait plus d'argent, puis tout ça, ça te permettait d'assouplir le creux. Mais là, c'est comme... C'est difficile. Puis les compagnies disent, bien, pendant que toi, tu es là, il y en a un autre qui est là, tu sais. Fait qu'eux, c'est comme une genre de moyenne qui est là, puis qui est légèrement en ascension, parce que
plus ils ont d'artistes, plus ils ont de subventions. Fait puis, je veux dire, je suis pas en train de dire ils font très bien leur travail. On a besoin d'eux à certains niveaux. Il y a des artistes qui ont pas la fibre entrepreneuriale puis qui ont un talent puis qui ont besoin d'un producteur, tout ça. Il y a d'autres artistes qui ont besoin de la moitié de ça, c'est-à-dire que d'avoir, par exemple, être en licence avec une étiquette de disque parce qu'ils veulent pas gérer la commercialisation de leur projet. Nous, c'est ça qu'on fait. On produit notre spectacle, notre album. Fait que il y a différents modèles d'affaires. Il y en a pour tout le monde selon ton degré de connaissance entrepreneuriale puis ton désir. Mais il reste que ces labels-là, eux autres, ils ont une certaine stabilité, alors que financière, disons. Mais pour les artistes, c'est vraiment comme des vagues qui sont de plus en plus difficiles à absorber, tu sais. Puis je ferai le pont avec ce que je disais tout à l'heure, qui est, si on a élargi le bassin d'artistes, on a précarisé les artistes. La suite, c'est qu'il faut développer le filet social. C'est-à-dire, quand tu es dans le creux de ta vague, là, si tu avais accès à une subvention, pas une subvention, pardon, plutôt à un filet de sécurité sociale, à quelque chose qui ressemblerait à de l'assurance-emploi, tout à coup, oups, ton minimum serait un petit peu plus viable. Comme ce qu'on voit en France. C'est quand même étonnant qu'on soit pas encore capable ici de faire avancer davantage cette question-là, parce que c'est un trait d'union entre tous les milieux artistiques. Oui, mais tu sais, quand tu es un artiste, t'es comme... puis je veux pas faire pitié, tout ça, mais puis je le vis. T'es comme pas... T'es pas un vrai citoyen. Tu sais, quand tu remplis des formulaires, là, on rentre jamais dans les cases. C'est comme... Le gouvernement ne comprend pas c'est quoi nos sources de revenus en musique parce qu'on a des droits d'auteur, on a d'auteurs-compositeurs, on a des droits d'artistes-interprètes, on a de l'argent de spectacles, de contrats, on est travailleur autonome, mais aussi, des fois, on est payé parce qu'on est sur un CA, tout ça. EDA, ou un contrat EDA. Nos sources de revenus sont complètement fragmentées. Puis ça, quand tu appelles quelqu'un à Revenu Canada, c'est comme... Ils comprennent pas ça. Fait que c'est vraiment difficile, justement, de faire comprendre ça, d'expliquer notre réalité, puis de leur faire comprendre que ce cycle-là, effectivement, comme tous les citoyens, tout ça, on a besoin d'un filet social, on a besoin d'assurance-emploi occasionnellement. D'autres fois, ça va super bien, tout ça. C'est une réalité qui, même pour nous, même pour notre secteur, est super complexe à gérer et à comprendre. Fait que c'est un peu frustrant. C'est vraiment une job comprendre, effectivement, comme artiste, quand tu rentres là-dedans. OK, j'ai ça, il faut que je fasse ça. T'sais, gérer tes finances personnelles, tes structures administratives, tes impôts. Il n'y a pas de formation pour ça. Moi, ça a été quelque chose. Mais j'aurais envie de dire, c'est devenu ça le frein quand même au développement. C'est qu'on, plutôt que de faire une sélection sur la base de la qualité artistique, qui est subjective, mais qu'on a assumé qu'on faisait ça, qu'on a mis en place les conseils des arts avec des jurys de pairs, en fait, dans le milieu dans lequel je suis, parce qu'à la SODEC, c'est déjà d'autres manières de faire. Et donc, on est arrivé à mettre en place des structures qui assumaient cette subjectivité-là, mais maintenant, oui, il y a une place aux jurys de pairs, mais maintenant, il faut que tu ailles un bon conseil d'administration, tu es évalué sur ta gouvernance, tu disais toi-même sur ton rayonnement, sur tes pratiques éco-responsables. Bon, c'est pas encore présentement contraignant comme élément, mais il faut quand même que tu aies une démarche en éco-responsabilité. Et on augmente le nombre documente tout ça, en fait. C'est ça qui est... Il faut que tu aies des démarches dans tout ça. Fait que ça finit par être des barrières à l'entrée importantes qui impliquent beaucoup de temps et qui finissent par limiter ce que tu peux mettre aussi dans le développement de ton projet artistique, qui est le cœur de ça pourquoi on te soutient. Ouais, tout ton temps, c'est de l'administration, c'est de prouver que ce que tu fais, c'est bien, mais tu n'as pas le temps de l'accomplir parce que tu fais juste l'écrire. Ça devient tellement sophistiqué que tu as besoin d'un spécialiste qui va te coûter assez cher, puis que tu vas accepter d'en faire le compromis parce que ça reste la seule manière de trouver ta place dans le système. Fait que c'est vraiment plein de contradictions. Plus dans le milieu du théâtre, les artistes de théâtre ont généralement une facilité avec les mots, mais un artiste de cirque qui doit remplir ce genre de paperasse-là, c'est un artiste du corps. La danse aussi est aussi dans cette réalité-là, effectivement. Donc là, il faut que tu expliques une démarche artistique qui pourtant est tellement naturelle et tellement vient profondément de toi, mais là, il faut que tu le mettes en mots, en documentation et en 20 pages par demande de subvention et 12 annexes. Oui, et en 750 mots ou moins, là. 750 mots par section.
par section. Soit 20 Oui, pages. c'est ça. Non, mais quand même, le cadre est vraiment très, très, très cadré. Là. C'est, c'est ça mon propos. Là. Je me demande, parmi les gens qui nous écoutent, il y a certainement des gens qui sont pas dans le milieu des arts qui se disent comme, ah oui, 20 pages pour une demande de subvention. Puis oui, comme artiste, après ça, tu vas avoir 5000, tu sais. Oui, exact. Mais tu as fait 20 pages de texte pour l'avoir, tu sais. Fait que ce temps-là, il est pas rémunéré, mais ça, c'est un autre débat. Hein. Je pense pas. Avec d'autres artistes, on va parler du bénévolat dans les arts. Mais moi, j'aimerais ça juste dire quelque chose aussi. Tu sais, à ta première question, comment se porte la culture au Québec? Parce que, tu sais, on parle beaucoup d'argent public, puis il y a tout le temps, on est subventionné, c'est de l'argent public. Pourquoi nous, on aurait droit à de l'argent public, tout ça? Mais pour juste très simplement, comment se porte la culture au Québec? Moi, je pense que les gens aiment la culture. Moi, quand je fais des shows, puis que hier, on était à Trois-Rivières, puis les gens chantent les chansons, les gens, ils ont des sourires d'en face, les gens sont heureux d'être là. Tu sais, faut que ça commence par ça aussi, tu sais. Je pense que les gens aiment ça, c'est important. Puis c'est important que collectivement, on réalise qu'on a besoin de ça. Tu sais, c'est quand même la base de notre discussion aussi, tu sais. Ben oui, pour l'amour des arts, pourquoi on continue? Pour ça. Ouais. Mais je m'en allais à la même place que toi à ce moment-ci de la discussion en disant on parle beaucoup de l'artiste professionnel et des structures organisationnelles, mais le rapport de l'art au public est fondamental. Ouais. Et là-dessus, moi, j'envie beaucoup le milieu de la musique parce que vous avez une capacité de susciter quand même un effet de foule qui existe d'une autre manière dans les salles de spectacle. Ouais. Mais il y a quand même un engouement là qui vous permet de vibrer avec le public. Mais il y a quand même une question qu'il va falloir creuser au travers de ça qui est, mais comment le public contribue? Au-delà de lui comme citoyen qui paye ses impôts, de quelle manière on est capable de le faire contribuer à une culture professionnelle qui sert notre nation, qui sert notre relation aussi à l'international et qui ne peut pas que se faire par les impôts. À un moment donné, cet engagement-là doit aussi, pour moi, évoluer. Je n'ai pas la réponse. Mais ça, c'est d'induire des habitudes de consommation, de dire, bon, on achète des billets de spectacle. Il y a beaucoup d'éducation là-dedans, d'éduquer les jeunes, d'amener les jeunes dans les salles de spectacle. Mais après ça, la dématérialisation qu'on vit avec le numérique a aussi fragilisé les sources de financement. Totalement. On n'achète plus de disques. On est abonné à Spotify. Je ne sais pas combien tu reçois de Spotify par année. Là. Ça doit être... Je reçois $0.15 par écoute. OK, je vais t'écouter. Alors, à la maison, cliquez sur Alpha Rococo, écoutez, tu sais, en boucle. Et faites ça avec tous les artistes que vous aimez, que vous soutenez. Il y en a beaucoup. On va écouter. On fait jouer Spotify sans arrêt. En fait, c'est un peu contradictoire, tu sais, en fait. Mais on le fait jouer à la maison, puis on s'en va en spectacle. Comme ça, les corps dessous continuent à rentrer pendant qu'on est dans une foule, en fait, à taper des mains. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça, c'est une autre histoire, mais c'est la théorie du web, de la long tail aussi, là, tu sais, qui est comme... C'est un petit peu ça que je disais au début, comme la disparition de la classe moyenne. Tu sais, le long tail, c'est le principe que sur les plateformes de musique en ligne, mais t'as comme une montagne... Fait que t'as ceux qui sont vraiment les grandes stars internationales puis qui ramassent vraiment beaucoup d'argent. Mais après ça, t'as la longue traîne d'artistes qui peuvent quand même vivre de leur art, mais dans une moindre grandiloquence, disons. Mais au Québec, c'est la traîne, je veux dire, est à zéro. Là, tu sais. Fait que t'as vraiment comme... Ça monte, donc t'as les Charlotte Cardin et Cowboy Fringant, puis il y a l'OCCQ qui a sorti une étude sur la consommation de la musique québécoise. Puis les gens écoutent sur les plateformes de la musique en ligne, puis ça, c'est atroce comme chiffre, de la musique québécoise francophone à 5 %. Puis, si on compare ça avec la France, la même statistique en France, c'est que les gens écoutent la musique Made in France. Je dis Made in France. C'est ça pour la blague. Made in France à 77 %. Oh, wow! Évidemment, il y a beaucoup de rap, là, mais les 20 albums les plus écoutés sur les plateformes en ligne en France sont tous français et francophones. Puis ça... Je comprends pas. Ça fait 4 ans qu'on a cette statistique-là qui n'a pas bougé. Puis je comprends pas pourquoi le gouvernement, il n'y a pas genre une alarme qui sonne, puis qu'il n'y a pas un drapeau rouge, puis on n'est pas en train de descendre dans la rue pour changer ça et pour trouver une solution, un moyen, quelque chose. Mais le mur, là, il est là. Je veux dire, on traversera pas ce mur-là tant et aussi longtemps que ce 5 %-là ne deviendra pas 10 ou 20 %. Comment est-ce que le gouvernement peut faire changer ces statistiques-là?
Ben, il peut y avoir de la législation, mais j'ai envie de dire, puis je reviens à la question de faire des choix, il va falloir aussi être capable de donner des moyens à des artistes pour qu'ils se développent, puis qui arrivent à faire des concerts de plus grande envergure, et qui développent à un moment donné une relation avec des publics élargis. Et là, on va trouver, je crois, un rapport de fierté et d'appartenance à une culture qui, présentement, il y a des avantages à avoir diversifié, là, mais maintenant, il y a un tel bassin d'artistes au Québec que c'est difficile de faire des figures de proue de certains d'entre eux. Comment tu fais comme artiste? Puis j'ai envie de te retourner la question, mais est-ce que tu vois un chemin pour arriver à te développer au Québec maintenant? Ou il est où le plafond de verre? Et nous, on a eu la chance de commencer quand c'était un petit peu la fin de l'âge d'or du CD puis de l'ancien régime, si on veut. Fait que Moi, j'avais un CD de vous autres. Oui, je pense qu'on bénéficie de ça encore aujourd'hui. Parce que ça... Puis tu vois, comme souvent les artistes qui marchent beaucoup, c'est souvent des artistes qui ont commencé justement dans le début des années 2000, où est-ce que c'était encore... Il y avait l'expérience magasin de disques que j'appelle, que tu te promenais, puis tu savais les nouvelles sorties, tu savais c'est quoi qui se passait. Là, il y a 600 albums qui sortent par année au Québec. Peut-être que c'est trop, puis ça, c'est un débat qui est dur à entendre, mais qu'il va falloir effectivement avoir. Sauf que le problème, c'est qu'on le sait pas. Ils sont perdus dans une mer de... Mais moi, j'ai une genre de petite piste de solution. C'est que... Puis ça m'est venu, puis je vais faire ça vite, c'est très anecdotique. J'étais avec mes enfants qui ont 9 ans et 6 ans, puis pendant la période des fêtes à Noël dernier, puis on a fait quelque chose qu'on a fait rarement. On a écouté la télé, mais la vraie télé, là. On a écouté Ciné-Cadeau à 18h30 à Télé-Québec. Puis là, ben il y a des annonces, tu sais. Puis là, à chaque bloc d'annonces, il y a Produits laitiers du Québec, les fromages d'ici, le port du Québec avec Réal Bossé comme porte-parole, les patentes patates du Québec, Tourisme Charlevoix, Tourisme Canton de l'Est. Puis là, j'étais comme, mais comment ça se fait qu'on n'a pas l'étiquette Musique Québec? Pourquoi il n'y a pas un ou une porte-parole qui est là? Pourquoi il n'y a pas une pub à télé de la musique du Québec? Pourquoi il n'y a pas un panneau d'affichage sur Métropolitain? Écoutez la musique d'ici. Pourquoi on n'a pas un profil? Parce qu'on peut faire ça sur Spotify, puis sur Apple Music, puis même sur Amazon Music. On peut créer un profil, puis des listes de lecture. Pourquoi il n'y a pas un profil Musique Québec? Je m'abonne à ce profil-là. Quand il y a une sortie, j'ai une notification. Puis si je vais écouter de la musique québécoise sur les plateformes que les gens ont l'habitude d'utiliser, pas créer une nouvelle plateforme comme Cube Music. Là. Je reste sur Spotify, je reste sur Apple Music, mais si je vais écouter de la musique québécoise, c'est là. J'ai des super bons programmateurs, programmatrices qui me font des listes de lecture par genre, pas j'écoute Loud, puis après ça, ils me mènent une toune d'Éric Lapointe, tu sais. J'écoute du rap québécois, j'écoute de l'électro du Québec, c'est comment ça se fait qu'on n'a pas ça? Puis comment ça se fait que le gouvernement n'est pas en train de dire, ben, ce 5 %-là de gens qui écoutent, ben, dans 3 à 5 ans, ça va être 10 % puis dans 8 à 10 ans, ça va être 20 %. C'est une très bonne piste de solution. Puis il y a eu, pendant la pandémie, il y avait Philémon Simon qui avait parti le mouvement Musique Bleue. Exactement. Ben, c'est un petit peu ça. C'est le hashtag Musique Bleue, mais effectivement, pendant la pandémie, en fait, les gens se sont tellement rendus compte à quel point les arts étaient nécessaires, mais rapidement, là, il y a une récession. Fait que on coupe dans les arts, évidemment. Mais tout ça est très intéressant. Il va bientôt falloir conclure, mais c'est quoi les... là, tu parles quand même de solutions d'avenir au niveau gouvernemental, des structures qu'on peut mettre en place. Dans la danse, dans le théâtre, comment est-ce qu'on peut redonner envie aux gens de sortir dans toutes les disciplines, en fait, pour aller voir des spectacles? Parce que la récession économique, elle est aussi dans le portefeuille du public. Donc, on en a-tu des pistes de solutions autres que les plateformes d'écoute, que là, c'est quand même vraiment bon, le gouvernement, faites ça. Après ça, j'aurais envie de dire, j'ai vraiment profondément confiance dans la capacité des artistes à rejoindre leur public. Fait que pour moi, l'après-pandémie, on est en train de passer au travers. C'est-à-dire, les salles se remplissent, les festivals retrouvent leur fréquentation. Il y a un cycle qui est en train de reprendre place, et c'est tant mieux. Pour moi, les solutions à trouver sont politiques à partir de là, parce que je le disais tout à l'heure, il y a des retours de balancier. Là, on est à un moment de sortie de pandémie, de virage générationnel, d'éco-responsabilisation. À un moment donné,
faut prendre acte de ça et se reprocher dans une vision d'avenir. Et ni au Québec, ni à Ottawa, ni à Montréal, j'ai une vision claire de où on s'en va. Je trouve qu'on ménage la susceptibilité de tout le monde. C'est correct. La pandémie a été dure. On est rendu à tourner la page puis à se reprojeter. Ça prend quoi? Ça prend une politique culturelle. Ça prend aussi des approches sectorielles parce que un discours trop général trouve vite ses limites. Il faut arriver à regarder chacun des secteurs. Ça prend des spécialistes, mais faut se redonner une vision collective d'avenir. Et c'est comme ça aussi qu'on va finir par canaliser l'énergie des artistes et des milieux culturels dans un développement qui est viable. Tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble, puis on sera peut-être pas tous gagnants, mais au moins on aura une vision de où on s'en va collectivement. Oui, des genres d'états généraux de la culture, je pense que c'est quelque chose on serait dû pour ça, parce que c'est vrai qu'il y a un changement générationnel. Puis je pense qu'à travers ça aussi, il y a des... moi, je crois beaucoup à l'éducation, puis à amener évidemment les arts à l'école, mais amener les écoles dans les salles de spectacle, puis dans les festivals aussi. Puis c'est quelque chose qui se fait beaucoup en théâtre. Je suis allé voir quelques pièces de théâtre récemment, puis il y a beaucoup de scolaires quand même, mais en musique, ça se fait pas, ça. Comment ça se fait qu'on peut pas faire ben là, ça commence à se faire un peu, mais ça me dérange pas, moi, de faire un show à 15 heures pour les écoles, puis un show à 20 heures pour le public plus adulte, tu sais. On est déjà là, puis tout ça, fait que... Puis en musique, on a beaucoup déplacé la musique dans les écoles. Il y a tout le temps un programme que, bon, il y a un show au café du cégep, tout ça. C'est le fun. Mais c'est pas très vendeur de jouer dans le café étudiant. Puis c'est pas la vraie expérience. J'aimerais mieux que les élèves du café étudiant viennent dans la salle de spectacle avec l'éclairage, avec l'environnement, tout ça, puis d'induire petit peu par petit peu l'habitude de comme, OK, on va aller voir, on va s'acheter des billets, puis on va aller voir des spectacles, tu sais, pour le futur, tu sais. Ouais. Puis, c'est vrai que aussi ça coûte hyper cher aller voir des spectacles, tu sais. Puis moi, avec les enfants, il faut que tu fasses garder les enfants, tu sais, des fois, c'est comme, ben voyons donc. Ben bon, il y a le passeport culturel, ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Puis, Mais tu disais états généraux, moi je serais partisan de ça, qui est réunir les milieux pour se redéfinir. Oui. En attendant que ça se produise, on va continuer de parler de la culture qui brasse beaucoup de choses en ce moment, pour faire un jeu de mots avec Ça brasse, qui est le titre de notre nouveau balado propulsé par le phare. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. David Bussière, Alpha Rococo, David Lavoie, directeur général sortant du FTA. Qu'est-ce qui t'attend? C'est à suivre, un travailleur culturel impliqué. Merci d'avoir partagé avec nous, d'avoir amené une réflexion. J'aime la culture de tout mon être. Je crois que vous aussi. Et j'espère que ça va se rendre jusqu'aux oreilles de beaucoup de monde. Puis qu'on crée vraiment... qu'on continue à créer, en fait. Que les gens continuent à créer. Fait que, Merci, ça a été un plaisir. on lève notre bière à ça. Chin. Chin chin. On se voit pour un autre épisode de Ça brasse. Ça brasse.